Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je suis Nils, votre hôte, et aujourd'hui, dans ce 3e épisode de la série « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous allons aborder la question de la tradition du Dzogchen. Nos invités sont Philippe Cornu et Damien Brohon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cet épisode. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Philippe Cornu, vous êtes professeur en sciences des religions à l'Université catholique de Louvain en Belgique, où vous enseignez le bouddhisme. Vous êtes également auteur et traducteur de tibétain. Et Damien Brohon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Tout à fait. C'était pour vous présenter brièvement. Et donc maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet et on va parler de la tradition du Dzogchen. Et tout d'abord, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est une tradition ? Alors, est-ce une tradition ? D'abord, la question, c'est le mot tradition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que souvent, le mot tradition, à l'heure actuelle, n'a pas toujours bonne presse. Les gens trouvent c'est traditionnel. Ça veut dire vraiment assez lourd, pesant, etc. C'est péjoratif. C'est souvent péjoratif, mais c'est parce qu'on n'interroge pas le terme. Tradition, ça veut dire transmission. Donc, il y a quelque chose à transmettre. Et c'est une transmission donc dans le temps, c'est-à-dire de génération en génération. Alors, ça peut être la transmission d'un savoir. Ça peut être la transmission d'un artisanat, mais ça peut également être la transmission d'un contenu spirituel. Et là, en l'occurrence, évidemment, dans le cas du Dzogchen, c'est un contenu spirituel dont il s'agit. On parle de la nature fondamentale de l'esprit, la nature primordiale de l'esprit. Et c'est quoi cette nature primordiale de l'esprit ? Tout simplement quelque chose qui est de la nature de l'esprit, en effet, mais qui transcende notre esprit habituel, qui va au-delà. Donc, s'il y a un aspect de transcendance, c'est quelque chose qu'on ne peut effectivement transmettre qu'avec un certain nombre d'éléments de forme et de contenu. Et c'est de cette manière-là qu'on va vraiment prendre soin de ce qui doit être transmis. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est une tradition, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où il y a à la fois des personnes qui vont être capables de transmettre et des personnes qui vont être capables de recevoir et qui vont ensuite pouvoir devenir des transmetteurs. Donc, il y a une notion d'être vivant, en fait, dans cette tradition. Enfin, tout à fait. C'est quelque chose de vivant. Oui, il y a une citation du musicien Gustav Mahler qui me vient à l'esprit, qui dit que la tradition, c'est transmettre non pas les cendres, mais le feu. Et si on reprend cette image, quel est ce feu ? Ce feu, c'est une perception directe de la nature de la réalité. Et c'est précisément ça, ce qui est transmis dans la tradition du Dzogchen. Ce que le maître transmet à son disciple, c'est cette perception directe qui est de l'ordre de, on pourrait dire ça comme ça, de l'intrasubjectivité, c'est-à-dire que l'un et l'autre se retrouvent dans cette expérience à la première personne, directe, sans médiation conceptuelle, de la nature de la réalité. C'est vraiment ça qui est transmis dans cette tradition du Dzogchen. Et est-ce que c'est la même chose qui est transmise dans d'autres traditions ou est-ce que c'est vraiment une spécificité ? Quel est le point commun en fait entre les différentes traditions, s'il y en a un, et avec la tradition du Dzogchen notamment ? Comment ça s'inscrit dedans ? Je dirais que c'est une histoire d'immédiateté peut-être dans le Dzogchen, dans le sens où quand justement la transmission a lieu entre un maître et des disciples ou un disciple, en fait c'est une transmission directe. Et ça veut dire quoi ? En fait, en réalité, c'est quelque chose qui est déjà dans le disciple, mais qu'il ignore. Et donc, il va y avoir simplement le fait que le disciple est prêt, ouvert, le maître est lui-même dans l'état qu'il va transmettre, et il y a une sorte de rencontre ou de coïncidence silencieuse des deux esprits qui fait que, effectivement, l'expérience est faite à l'intérieur du disciple. Il reconnaît ce dont il s'agit. Et c'est ça, véritablement, qui est l'acte de transmission. Maintenant, évidemment, après, il y a le temps plus long qui consiste à stabiliser cette réalisation-là, évidemment. Oui, c'est ça. Le Dzogchen est très direct.
Tandis que d'autres approches, d'autres traditions seront peut-être plus graduelles et peut-être plus basées sur l'esprit ordinaire, qu'on appelle Sem en tibétain, et une purification, pacification de celui-ci, graduelle, tandis que l'approche qui est propre au Dzogchen, c'est de fonder cette transmission sur Rigpa, c'est-à-dire la nature de l'esprit. C'est ça qui le caractérise, qui le distingue d'autres approches. C'est comme si on ouvrait la porte sur le trésor et on voit le trésor qui est derrière la porte. Après, que la porte se referme, c'est à cause de nos habitudes, de nos façons habituelles de fonctionner, etc. C'est pas que la porte se referme, c'est que c'est nous qui la refermons par distraction, etc. Mais on l'a vu. Et ça, c'est fondamental, dès le départ. Et ça, généralement, les traditions nous parlent de quelque chose qu'il faudra voir plus tard, quand on aura vraiment les fruits de la pratique. Là, on a déjà cette expérience première. D'accord. Donc il y a bien quelque chose qui est transmis, donc il y a une continuité dans le Dzogchen. Donc on s'inscrit dans quelque chose, et pourtant là on parle du Dzogchen en général, de la tradition du Dzogchen, mais on avait vu dans des épisodes précédents qu'il y avait potentiellement plusieurs traditions du Dzogchen. Donc la question c'est, est-ce qu'il y en a réellement plusieurs, et quelles sont potentiellement ces différences en fait? Il y en a plusieurs qui ont toutes la même source, qui est précisément la nature de l'esprit. Après, dans le déploiement, dans le temps et dans l'espace de cette réalisation, il y a deux grands courants de transmission qui sont le Bön, qui est une religion ancienne du Tibet, qui semble avoir des origines plus larges en Asie centrale. Je laisserai Philippe en parler davantage. Et puis, une autre tradition qui est liée à l'école Nyingma, dans le cadre du bouddhisme. Voilà, ça fait deux grands courants. Oui, Philippe, du coup, sur le Bön, alors. Alors donc, le Bön se veut une tradition assez ancienne. Maintenant, le Dzogchen en lui-même, quand on regarde la tradition Dzogchen Bön et la tradition Dzogchen dans l'autre école, qui est Nyingmapa, en fait, il n'y a pas de différence essentielle. Il y a une différence d'explication, de manière de l'amener. Une différence de formelle, on pourrait dire ? Une différence formelle, mais aussi peut-être simplement, oui, dans l'explication aussi. Dans l'explication, il y a une manière de dire les choses. Et c'est ça qui fonde un peu une petite différence. Maintenant, ces différences ne sont pas des différences essentielles, dans le sens où elles pointent toutes vers la même chose, et qu'en plus, ça nous permet de voir ça sous différents angles. C'était le feu dont parlait Malheur, justement. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Le feu. Et cette tradition se dit ancienne, effectivement. On n'a pas d'idée exactement de quand ça commence. Mais évidemment, il y a peut-être dans l'école Bön elle-même une tendance peut-être à exagérer un petit peu son ancienneté. Ça, c'est possible, parce que historiquement, il y a eu des concurrences entre différentes écoles. Et parfois, il faut aussi défendre son point de vue par rapport à d'autres écoles. Ça arrive. Mais au final, ça ne change rien à l'historicité, en fait, que ça soit chez les Bön ou chez les Nyingmapa, et au fait de l'origine de cette transmission, de cette lignée. D'ailleurs, le Bouddha lui-même, l'être éveillé qui est à l'origine de la transmission, a le même nom dans les deux traditions, Kuntu Zampo. Tout à fait. Qui veut dire tout bon, littéralement. C'est-à-dire que le fond même du réel est parfaitement bon, parfait, sans besoin d'aucun effort. Voilà. Donc pour le parfaire. Le Dzogchen, c'est tout bon. Le Dzogchen, c'est tout bon. On pourrait presque dire plusieurs traditions, même Dzogchen, mais même source. Absolument, la source est la même. C'est à la fois une source qu'on peut décrire au travers d'une histoire. Ça, c'est ce que nous présente l'histoire de ces lignées. Et c'est aussi une source qui est en nous-mêmes, fondamentalement. Parce que si on parle de ce Bouddha tout bon, c'est à la fois celui qui est à l'origine de cette lignée, et c'est aussi ce qui est à l'origine de notre être. Fondamentalement. Il y a toujours ces deux dimensions. Absolument. Et cette double dimension, on la retrouve dans le fait d'avoir une transmission, on va dire une origine commune, et puis des lignées différentes, des écoles différentes. Parce que, tout à fait. Et
parce qu'il y a quand même une certaine complexité. On le voit, il y a Beun, il y a Enigmapa, mais on voit qu'il y a beaucoup de... On entend quand même un certain nombre de communautés de Dzogchen, de beaucoup de choses qui tournent autour du Dzogchen, qui ont l'air d'être transmises. Oui. Et on entend même parler, donc on a cité l'Enigmapa, mais il y a 4 écoles dans le bouddhisme. Comment tout ça, ça s'articule en fait dans cette complexité, cette richesse du monde Dzogchen? Et y a-t-il une différence entre une école et une lignée? Et comment ça se matérialise? On pourrait dire que la richesse, la complexité est liée aux êtres, mais que le fond reste toujours tout à fait simple. Et sans aucune complexité. C'est simplement les êtres qui ont des besoins, des propensions différents, et pour qui l'enseignement se déploie de différentes façons. Donc cette richesse, on peut déjà, avant d'entrer dans les détails de ce qu'est cette richesse est nécessitée par on pourrait dire par la compassion, et la nécessité que chaque être trouve un enseignement qui corresponde à ses circonstances, à sa mentalité, au temps et à l'espace dans lequel il s'inscrit lui-même. Donc c'est ça qui explique cette très grande richesse. Donc c'est lié aux êtres, mais c'est pas lié au fond. C'est pas lié au Bouddha primordial, on pourrait dire. D'où les lignées. Parce qu'une lignée, finalement, c'est comment on peut passer cette transmission de l'absolu vers le relatif, c'est-à-dire nos conditions d'être. Et par conséquent, ça va passer par une succession de maîtres qui ont des disciples, et les disciples reprennent le flambeau génération après génération. Donc une lignée, effectivement, c'est disons, cet aspect vraiment de transmission humaine. Enfin, au début, ça dépasse l'humain, et ensuite, c'est vraiment dans l'humain que ça se passe. Enfin, des fois même, il y a peut-être d'autres êtres qui peuvent rentrer en jeu. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Mais disons qu'essentiellement, pour nous, c'est la lignée humaine qui va être essentielle. Donc on pourrait dire que dans les Dzogchen, chaque maître a sa propre tradition. Oui. Est-ce que ça serait correct de dire ça? Oui, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une tradition. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas de sa propre initiative. Il enseigne ce que son maître lui a enseigné et qu'il a réalisé au point de pouvoir le transmettre lui-même. Hein. Oui. C'est important de comprendre ça, parce que c'est pas forcément dans ce cadre-là qu'on pense les choses, nous. Mais c'est ça, c'est ce feu qui est transmis de maître en disciple, de génération en génération. Et ce qui fait qu'un maître peut enseigner, c'est qu'il a la complète réalisation de ce qui lui a été transmis. Donc ce qu'il transmet, c'est pas juste des idées, des formes de pratique, des rituels, etc. C'est fondamentalement cette réalisation. Et donc on pourrait dire qu'il y a autant de lignées que de maîtres, ou de traditions que de maîtres. Comment ça se fonctionne? Parce qu'il y a quand même l'école Nyingmapa dans laquelle on parle du Dzogchen. Une école, c'est un ensemble de lignées. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a des expressions différentes de la transmission, de la tradition, donc qui est transmise, et ça va donner des lignées différentes. Ça va être, et il va y avoir en plus 2 types de lignées. Des lignées orales de maître à disciple ininterrompues depuis le départ jusqu'à maintenant, et puis des lignées qui sont abrégées, comme on le dit, c'est-à-dire en fait des textes ou des enseignements qui ont été dissimulés à une certaine époque et qui sont redécouverts ensuite. Et ce sont des textes trésors, comme on dit, les termas. Et là, il y a une lignée terma qui est raccourcie, évidemment, puisque, par exemple, si on reçoit la transmission d'un terton, il y en a à l'heure actuelle, eh bien, en fait, on reçoit la transmission qui vient, par exemple, de Padmasambhava, on la reçoit en 2e ligne, après le terton. Ça veut dire que finalement, entre Padmasambhava et soi, il n'y a qu'une seule personne, ce qui est quand même assez remarquable. Alors que normalement, il devrait y avoir une 50aine ou une 60aine de maîtres. Voilà, et donc cette transmission longue, orale, ça s'appelle la lignée Kama. Voilà. Ka étant la parole. D'accord. Et on retrouve, vous disiez Philippe que on avait plusieurs lignées dans une école, mais est-ce qu'un maître il peut être détenteur de plusieurs lignées? Comment ça se joint? Et puis j'imagine un maître qui est un terton, un découvreur de trésors, il s'inscrit lui-même aussi dans d'autres lignées. Oui, alors c'est là où il y a une complexité en effet. C'est ça. C'est que un terton évidemment peut s'inscrire lui-même dans une lignée.
ou même dans plusieurs lignées. Alors, donc effectivement, la question, oui, on peut être détenteur de plusieurs lignées. Il y a des grands maîtres qui sont détenteurs de X lignées. C'est des grands transmetteurs, en quelque sorte. D'ailleurs, quand on les voit, ces maîtres, ils viennent pour transmettre. Et le suivi va être donné par des maîtres plus d'une lignée donnée. D'accord. Ouais, souvent. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, ensuite, le Terton lui-même, en découvrant un trésor spirituel, un terma, va devenir, à l'origine, lui, le détenteur de ce terma, et donc il va transmettre à ses disciples son terma, ça va faire une lignée supplémentaire. Tout à fait, voilà, on peut penser à des grandes figures comme Khyentse Wangpo, par exemple, qui était détenteur de très nombreuses lignées, et non pas qu'il ait tellement besoin de ça pour sa propre réalisation, mais c'est encore une fois une activité par compassion pour les besoins des êtres et pour préserver ces différentes lignées en sachant que ça allait aider tel ou tel type de pratiquants sur leur chemin. Et ça fonde ces ensembles de cycles de trésors. Ensuite, on les retrouve, ça forme comme des écoles un petit peu. Je pense au trésor du Nord notamment, ou au trésor ce qu'on appelle les trésors du Nord ou les trésors du Sud. C'est pas des écoles véritablement, parce que les écoles, il faut garder le terme peut-être pour les grands ensembles qui ont un style particulier, parce que les écoles, en fait, elles ne vont pas concerner seulement le Dzogchen. Elles vont avoir aussi d'autres enseignements, des enseignements philosophiques, pour laquelle elles ont une préférence, une façon de dire les choses, etc., qui sera différente d'une autre école. D'accord. Et puis, aussi tout un cursus, par exemple, tantrique, qui va aussi avoir des préférences selon les écoles. Et donc, une école, c'est cet ensemble-là. D'accord. Alors que les lignées, c'est des lignées d'un enseignement bien particulier, souvent. Voilà. Donc, des lignées du Dzogchen, des lignées tantriques. Voilà. D'ailleurs, peut-être là, on peut venir sur ce point. Il y a aussi la question du rapport au sein de ces lignées ou écoles, selon les cas, entre l'enseignement Dzogchen proprement dit et tout le reste. Par exemple, si on prend la lignée du Longchen Ti, qui a le Dzogchen qui est véritablement central. Qui est un cycle terma. Voilà, qui est un cycle terma, qui s'origine chez Jigme Ngpa, mais qui est entouré de tout un accompagnement Vajrayana. Tandis que la tendance, peut-être chez les Bön, ce sera d'une approche plus directe et plus décorrélée entre le Vajrayana et le Dzogchen. Ah oui, ça c'est clair que chez les Bonpo, en tout cas chez certains grands maîtres Bonpo actuels, le choix est vraiment de décorréler effectivement le Dzogchen des tantras. Peut-être aussi parce que les Occidentaux leur ont demandé d'enseigner le Dzogchen. Et du coup, ils le font. Alors que chez les Nyingma, on va avoir beaucoup plus, généralement, l'accompagnement tantrique, toujours. Qui va est assez développé. Bon, on voit que c'est relativement justement riche et complexe pour reprendre les termes il y a quelques minutes. Mais tout ça, ça nécessite des garants, j'imagine. Tout à fait. Des personnes qui vont pouvoir garantir que la tradition du Dzogchen se perpétue. Vous avez cité Jamyang Khyentse Wangpo, Damien, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, pas sur Jamyang Khyentse Wangpo peut-être, mais sur ce que sont ces garants? C'est les détenteurs de la lignée, c'est-à-dire c'est ceux qui ont reçu cette transmission et qui sont garants de son authenticité. Donc il y a cette transmission qui se fait comme ça de maître à disciple, ce qui signifie aussi que le disciple doit vérifier le maître. Et doit vérifier qu'effectivement, celui-ci lui donne des indications, des pratiques, des enseignements qui l'amènent vers l'éveil, qui l'amènent vers la libération. Parce que les titres ne suffisent pas. Les titres, justement, sont l'ordre d'une réalité objective, on pourrait dire. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe pour soi. C'est la réalité de ce qui est vécu et reçu par le disciple. Donc chacun a une responsabilité, en fin de compte, dans cette transmission. Et ça, c'est peut-être à souligner pour un public occidental qui est moins familier de cette tradition, tout simplement, de voir aussi cette notion d'une responsabilité individuelle là-dedans. Ce qui garantit qu'un maître est authentique, c'est pas simplement qu'il soit détenteur de tel ou tel titre, c'est de voir ce qui se passe en soi. Donc il y a quand même des titres
Bien sûr, il y a des titres D'accord. qui sont la façon traditionnelle de présenter les choses. Tibétaine. Voilà, tibétaine, hein, c'est l'inscription comme ça dans un fonctionnement, une culture aussi, on pourrait dire. Et puis, il y a après la vérification par soi-même, qui est très importante. Et par exemple, au niveau de la transmission, puisqu'on parle de la transmission, il faut s'assurer que la transmission est acquise et faite pour passer à la génération suivante. Donc, le maître transmet à un disciple qu'il connaît, dont il s'assure quand même qu'il a des qualités. Ensuite, le disciple lui-même doit pas seulement comprendre intellectuellement, il doit avoir l'expérience de ce qui est transmis, et il doit confronter ça. Normalement, traditionnellement, on dit, enfin par exemple dans la tradition Bumpo, on dit il faut qu'il confronte ça au texte, et ensuite d'aller voir le maître pour vérifier que son expérience est authentique. Et donc, c'est de cette manière, l'expérience que l'on fait soi-même, la vérification par rapport à ce qui est dit dans les textes, et le fait de valider avec le maître, qui fait que, voilà, là on n'est pas sur une voie de traverse. Bien. C'est très clair. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir pris le temps de participer à ce podcast. Et merci à vous. Merci pour votre venue. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.